Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce, l'actualité crypto numéro 77. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, on fait l'actualité hebdomadaire sur les crypto-monnaies, sur certains projets. Donc aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, de VeChain, également de Fetch.ai, parce qu'il y a une nouveauté intéressante toujours sur ces crypto-monnaies-là. Et puis sinon, en fin de vidéo, on parlera des actualités crypto plus générales, comme d'habitude, et également économiques. Et là, forcément, il y a toujours des choses intéressantes à dire, et vous allez voir comment, pourquoi. L'or aussi prend de plus en plus de place dans l'aspect justement d'alternatifs en termes de diversification de vos bagues. Et surtout en ce moment où on voit le comportement de l'or et surtout tout ce qui se passe au niveau des actualités liées à l'or et même à l'argent. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant, on va voir ce qui se passe. Puisque en fait, il y a eu le rapport In Gold We Trust de 2024 qui est sorti. Et donc je suis en train de le feuilleter. Alors c'est un pavé le truc, c'est 400 pages, c'est en anglais, c'est pas forcément facile à décortiquer, mais c'est hyper intéressant parce que hyper instructif. Donc au fur et à mesure des semaines, je vous mettrai des petites informations du rapport Ingold We Trust, avec plaisir. Je vous partagerai tout ça. Donc aujourd'hui, je vous partagerai aussi un petit bout du rapport Ingold We Trust qui a été établi par de très très nombreux institutionnels. Je rappelle que ce rapport, c'est vraiment la Bible sur l'année des chiffres vraiment liés à l'or et même à l'argent en parallèle. Bon, mais écoutez, c'est tout pour cette petite introduction, et puis si vous êtes chaud, c'est parti. Commence avec le Bitcoin et notamment donc vous savez comme d'habitude le célèbre rapport de Farsight Investor sur tous les flux justement sur les Bitcoin ETF, enfin les ETF Bitcoin Spot plutôt. Et vous savez que là, comme d'habitude je vous le montre, on est au 2 juin 2024 et ici vous voyez c'est au 31 mai 2024 et dernière mise à jour nous étions toujours en positif. Donc on voit bien que depuis la semaine dernière, c'est-à-dire à peu près vers le 22-23 mai, eh bien nous étions toujours en positif sur les flux au niveau des ETF Bitcoin Spot. Et sans surprise, c'est toujours BlackRock qui rafle la mise, qui est en première position là-dessus sur les flux entrants sur le marché ETF Bitcoin Spot. Et donc on a aujourd'hui comme mise à jour tout simplement 13,8 milliards de dollars en fait qui ont été injectés dans le marché ETF Bitcoin Spot. Tout simplement une énormité et on voit que ça repart vraiment à la hausse parce que je rappelle que pendant un mois on a stagné vraiment autour des 12 milliards. Voilà, donc là ça change la donne clairement très rapidement. On est en train de repartir à la hausse sur l'attractivité des ETF Bitcoin Spot. Et donc, derrière, vous voyez, j'ai d'autres petits graphiques à vous montrer, établis par Farsight Investors. Et donc là, on a le flux cumulatif. Et regardez, c'est bien BlackRock qui mène la danse largement, et qui à lui tout seul occupe quasiment la moitié, plus de la moitié même, du marché des ETF Bitcoin Spot, en termes de flux. Et ensuite, donc là, c'est pareil, c'est la même chose. Et enfin, très intéressant, on voit en fait la catastrophe sur le GBTC, c'est-à-dire le Grayscale Bitcoin Trust. Donc, Grayscale s'est fait extrêmement exploser, si je puis dire, puisqu'il n'y a eu que des flux sortants sur ces ETF Bitcoin Spot, excepté, on ne sait pas pourquoi ni comment, cette petite bougie ici positive du 3 mai 2024 et ensuite quelques petites bougies positives par-ci par-là en mai 2024. Mais sinon, globalement, c'est une boucherie, faut le dire, pour Grayscale qui perd tout simplement des parts du marché de ETF Bitcoin Spot pour, on le sait très bien, profit de BlackRock. Donc BlackRock est en train de laminer Grayscale, c'est tout ce qu'on peut dire, et c'est de plus en plus validé que là c'est en train de repartir aussi à la baisse, là pour Grayscale. Et oui. Bon, voilà les amis, donc ensuite je vais vous passer un petit article, hop, de Coin Academy, donc BlackRock départ Grayscale alors que son ETF Bitcoin Spot, EBIT, détient 20 milliards de dollars en Bitcoin. Voilà, donc on voit tout simplement que ce que je vous disais, BlackRock est en train de bouffer Grayscale et même tous les autres concurrents qui ne comptent même plus dans la danse, tellement leurs flux entrants en ETF sont très faibles.
Bon, allez, je continue. J'ai passé directement à un autre petit tweet, cette fois de Rect Capital, comme vous savez, qui fait un peu la progression, hein, qui indique la progression du bull market, hein, donc du bull run, en fonction des bull runs passés. Donc, je rappelle rapidement, hop, que le Bitcoin fonctionne en termes de cycle qui dure tous les 4 ans, et donc vous avez 2 ans de montée des prix et 2 ans de baisse des prix, cela au top départ du halving du Bitcoin. Donc je ne vais pas aller dans les détails parce que, bon, vous connaissez la chanson, la majorité d'entre vous qui regardez cette chaîne, mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, selon Rect Capital, avec les données passées, nous sommes à 38,3% d'avancement, de progrès dans le actuel, hein, bull run, cycle du marché du Bitcoin. Donc c'est plutôt intéressant, effectivement, quand on regarde les courbes passées, vous voyez, il met précisément chaque fois. Donc là, c'était le 1 juillet donc, 2016, 1 mai 2020 et 1 avril 2024. Donc c'est à peu près les périodes où il y avait eu le halving à chaque fois, hein, je rappelle, et à chaque fois, regardez ce qui s'est passé derrière. Effectivement, le Bitcoin a explosé en termes de prix. Donc, si ça se répète, logiquement, hein, logiquement, le marché devrait repartir à la hausse dans les mois qui viennent, suivant également l'avis de Rect Capital. Donc, je rappelle, bien évidemment, quand dans des cours, dans des prix, que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein. Tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement. Et vous devez faire vos propres recherches, c'est très important parce que je n'ai pas la science infuse, je dirais toujours, et c'est évident. Bon, voilà un peu où on en est. Donc nous sommes à 38,3% d'avancement selon Rect Capital. Et puis sinon, bah, écoutez, on va passer à la suite, c'est-à-dire au prochain projet VeChain. Donc la première information de, hop, je vous donne le nom, donc de Lucas V, qui fait référence aux commits, c'est-à-dire aux interactions de développement sur la blockchain, l'écosystème de VeChain. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est lié au RWA, comme par hasard. On voit que dès qu'il y a eu la hype sur le RWA, c'est-à-dire le Real World Asset, la tokenisation des actifs, comme VeChain se positionne tout simplement en leader dans cette catégorie-là, et bien depuis cette période du RWA, les développements sur l'écosystème du VeChain sont en train d'exploser. Je rappelle en parallèle, bien évidemment, que c'est lié à la plateforme également VBetter DAO, où il y a des dApps, hein, de plus en plus qui sortent régulièrement là sur la plateforme. Et on va en parler puisqu'il y a encore une nouvelle dApp qui est sortie récemment et qui est très très intéressante en termes de tokenisation, d'actifs, traçabilité, etc. Lié et surtout faire le pont entre la crypto-monnaie et surtout l'utiliser dans le monde réel. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait le point sur les crypto-monnaies, on avait peut-être plusieurs dizaines de milliers. Mais quand vous regardez quelles crypto-monnaies sont réellement utiles à l'économie ou à n'importe quel secteur de l'économie ou de la société, etc., vous en avez très peu. C'est-à-dire que la liste vraiment s'amenuise très rapidement. Donc là, c'est intéressant de voir que VeChain, vraiment l'activité de développement est en train d'exploser, hein, sur l'écosystème du VeChain, parce que ça veut tout dire derrière. C'est logique en plus quand on voit les données. Ensuite, toujours sur les statistiques, sur les chiffres, hein, parce qu'il n'y a que ça de vrai, hein, au niveau des nombres. Et donc, eh bien là, je suis sur VeChain statistiques au niveau des adresses. Donc là, on voit qu'effectivement, on est en train toujours d'avoir une petite hausse. On a eu une grosse hausse, hein, du nombre de comptes ouverts sur l'écosystème du VeChain, donc surtout à partir de février 2024, vous voyez, jusqu'à avril 2024, on a eu une grosse hausse. Et là, c'est en train de se restabiliser, comme vous pouvez le voir sur la courbe, mais nous sommes quand même à 3 418 000 adresses connues quand même sur l'écosystème du VeChain. Donc ça veut dire de détenteurs derrière, probablement, hein, de VeChain. Donc l'adoption quand même est là, on le voit bien, puisque regardez, en 2021, nous étions quand même, en janvier 2021, allez, je ne vais pas prendre janvier 2021, je vais prendre janvier 2022, nous étions à 1 160 000 portefeuilles connus. Donc, c'est vraiment quand même phénoménal cette ascension. Allez, cette fois je continue sur la plateforme VBetter DAO et je vais vous montrer donc la nouvelle dApp qui est sortie, qui s'appelle EVEarn. Donc, enfin, EVEarn, je sais pas comment on le dit, mais ça doit être quelque chose comme ça. Et donc, le principe de cette nouvelle dApp, c'est tout simplement de récompenser les personnes qui ont des véhicules électriques. Alors, tout à fait en lien avec la transition énergétique encore, hein.
Et donc effectivement, c'est gagner donc des tokens Better. Merci à la personne qui m'a donné le petit coup de pouce mnémotechnique là pour prononcer le nom imbipable du token. Au lieu de dire B3TR, Better c'est mieux. Voilà, c'est pas mal, merci. Et donc là, c'est en rechargeant, vous voyez, vos véhicules électriques, notamment une Tesla par exemple, eh bien vous pouvez connecter votre Tesla, c'est ici, à votre portefeuille V-World et vous obtiendrez, ou alors vous l'avez tout ça à l'aide du nombre VIN. Je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas de voiture électrique, c'est pas mon kiff les voitures électriques, mais visiblement vous pouvez partager, faire le lien entre votre véhicule électrique et là le portefeuille V-World pour justement derrière gagner, quand vous rechargerez électriquement votre voiture, eh bien des crypto-monnaies. Bref. Voilà, donc nouveau cas d'utilisation, hein, clairement, très intéressant, même si le principe après reste à voir sur l'utilisation, pourquoi pas. Ensuite, je continue, autre nouvelle très intéressante, cette fois sur l'UFC. Donc, j'avais déjà annoncé il y a quelques temps, hein, je crois que c'était en avril, même, dans un petit moment, le nouveau, dans le cadre du partenariat entre l'UFC et VeChain, hein, sur un plan marketing, mais aujourd'hui, on n'est plus du tout dans un plan marketing, on est dans un véritable partenariat puisque ça y est, l'UFC a annoncé tout simplement redéfinir et redesigner tous ses gants. Vous voyez, les gants de Free Fight, que je rappelle que l'UFC c'est du Free Fight, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, le principe ici, ça a été dans cet article, et je rappelle que sur le site de l'UFC là, de justement présenter tout le design de ces gants. Donc avec les nouvelles fonctionnalités qui sont plus confortables pour les athlètes, enfin de meilleurs rendement peut-être de frappe, etc. Et donc derrière, c'est pas tout, ça c'est l'aspect confort, hein, ils le disent très bien dans leur article, mais derrière, vous avez également tout l'aspect de leur nouveau partenariat avec VeChain, et notamment avec la blockchain derrière. Vous voyez, c'est écrit ici, l'authentification des données grâce à VeChain, tout simplement écrit là. Et donc, ils disent, le principe, c'est que tous les acheteurs, par exemple, ou même les athlètes qui ont des gants, qui après voudront vendre leurs gants à des fans, etc., et bien comme il y a derrière la blockchain et il y a une puce NFC qui permettra d'authentifier les gants, et bien il y aura toute une historique des datas et également une authentification certaine, hein, parce que c'est la blockchain, je vous répète, là-dessus. Donc ça y est, on entre dans un nouveau cadre, et ce partenariat qui était à la base marketing est devenu un véritable partenariat technologique en fait. C'est là où on a vraiment quand même quelque chose de lourd à travers cette annonce. Et pourquoi j'en reparle de ce partenariat, enfin de cette nouvelle technologie, des nouveaux gants là, en partant avec VeChain, c'est seulement parce que ça commence, la compétition avec ces nouveaux gants commence au 1 juin, c'est-à-dire ça a commencé hier. Voilà. Donc ça y est, le partenariat technologique est tout simplement rentré en vigueur, hein. Et c'est du lourd pour VeChain, forcément, puisque c'est peut-être la porte ouverte sur de nouveaux partenariats technologiques, puisque VeChain est de plus en plus dans le phygital. Là, nous sommes totalement dans l'aspect phygital. Bon. Allez, ce sera tout pour VeChain aujourd'hui, les amis. Je continue et je vais passer cette fois à Fetch.ai. Là aussi, on a des nouvelles très intéressantes, puisque ça y est, la Super Intelligence Alliance a annoncé enfin une date pour la fusion de tous les jetons, vous savez, liés à l'intelligence artificielle. Et donc, ce sera au 13 juin, comme vous pouvez voir, que la fusion se déroulera le 13 juin 2024. Donc, le 11 juin, vous aurez les fêtes, c'est-à-dire les jetons du projet Fetch.ai qui seront renommés en ASI et vous aurez le 13 juin les autres tokens, enfin les autres jetons, c'est-à-dire AGX et Océan qui seront également renommés en ASI. Donc ce sera en 2 temps, 2 dates précisément, pour avoir la totalité du marché de l'intelligence artificielle sur les 3 projets, hein, je dis bien Océan, AGX et FET, et bien au 13 juin au final. Voilà. Donc c'est assez intéressant parce que derrière, du coup, j'ai recherché l'alliance, le white paper de la super intelligence artificielle alliance, donc ils appellent ça ASI, hein, donc on l'a là, qui a été mis à jour effectivement en avril 2024. Et là où c'est intéressant, c'est que derrière, on a vraiment peut-être des pressions qui ont été rajoutées sur l'avenir de ce projet. Donc il parle déjà de AGI, de ASI. Donc ASI, c'est la Super Intelligence Alliance, comme il l'appelle. Le AGI, c'est
C'est l'intelligence globale liée à l'intelligence artificielle. Donc, ils voient déjà quelque chose, en fait, dans le futur, quand ils se projettent, ils voient déjà un aspect de gouvernance mondiale lié à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, pour eux, pourquoi ils font ça, pourquoi ils font cette fusion, c'est justement pour essayer d'être les leaders dans le futur global de l'intelligence artificielle. Ah, ça va loin quand même, hein. Ça va très loin. Pourquoi pas? Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont vraiment dans une démarche de compétition vis-à-vis des autres projets crypto, qu'on connaît déjà, mais également et surtout de la part des gouvernements et des organisations militaires. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que effectivement c'est vrai, c'est que vous avez vous avez l'intelligence artificielle qui est liée développement militaire, on le voit avec les drones, etc. Et donc, vous avez énormément de budget de R&D qui est balancé de plus en plus dans le marché de l'intelligence artificielle. Et eux, ils veulent vraiment mettre sur le plan de l'intelligence artificielle au service de la décentralisation et non pas au service de la centralisation, puisque je rappelle que si c'est les gouvernements et encore moins les organismes militaires qui commencent à développer l'intelligence artificielle, bon, ben, on sait très bien comment on va être cuit, nous, dans les dizaines d'années qui suivront. Bon, donc eux, leur objectif, c'est vraiment ça, c'est de créer une super intelligence artificielle globale même, à l'échelle mondiale, si je puis dire, dans le but de servir, vous voyez, la décentralisation. Et là, ils parlent très bien, ils disent la centralisation vs la décentralisation au niveau du futur. Et vous voyez, ils sont dans une compétition pour tout ce qu'ils appellent la globalisation, c'est-à-dire AGI, c'est exactement ce que je vous disais, de l'intelligence artificielle et de la super intelligence artificielle. Bon, donc vous voyez, il parle de big tech, il parle de l'aspect militaire ici. Donc c'est vraiment une course aujourd'hui à qui va en fait dominer la technologie de l'intelligence artificielle sur le long terme. Et donc pour cela, pour gagner cette course, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Ils ont prévu trois piliers. Donc le premier pilier, c'est de construire, la première étape, construire justement cette super intelligence de l'intelligence artificielle, hein, cette alliance. Donc ils sont en train de faire, parce que c'est le ASI. Donc je rappelle que ce sera en fer de lance, il y aura la crypto-monnaie justement du même nom. C'est pour ça qu'ils font la fusion de ces trois crypto-monnaies-là. Et ça va permettre de créer justement l'artificial super intelligence décentralisée, comme ils le disent ici, pour l'humanité et pour le futur. Pourquoi pas? Donc c'est pas mal, hein. C'est une bonne démarche en tout cas sur un aspect moral de vouloir décentraliser l'intelligence artificielle. Bon, ensuite dans une deuxième étape, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent donc montrer après toutes les dApps qu'ils ont créées, entre guillemets, et ils montreront au public les applications en fait décentralisées liées à l'intelligence artificielle qui auront un impact réel, hein, sur les business, mais également sur l'aspect du commerce entre particuliers et toutes les applications liées à, par exemple, même, vous avez montré plusieurs fois dans de précédentes vidéos, pour réserver par exemple votre trajet, et bien avec une application d'intelligence artificielle, vous aurez juste à mettre où vous voulez aller, quand, et ce sera l'application qui s'occupera de vous trouver sur Internet le trajet le moins cher avec la meilleure qualité possible que vous souhaitez. C'est-à-dire que tous ces aspects-là de logistique, visiblement, grâce à l'intelligence artificielle, à la limite, il y a un jour, on n'aura même plus à les faire. Ce sera les robots qui le feront à notre place. En tout cas, c'est un des objectifs, bien évidemment, euh, du ASI. Et enfin, dans une troisième étape, le troisième pilier, ce serait de, quelque part, créer justement, fusionner l'intelligence artificielle, le AGI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle à l'échelle globale, et le ASI, l'intelligence artificielle à l'échelle de super intelligence, pour obtenir quelque chose à une échelle massive. Voilà. Donc, ça veut dire quelque part, leur ultime stratégie à la fin, c'est de remporter la course, hein, et d'être les leaders dans l'intelligence artificielle. Hein. Donc c'est assez ambitieux. Est-ce qu'ils vont y arriver? Franchement, je n'en sais rien. On verra. Et à mon avis, ça va se jouer sur des années, voire des dizaines d'années. Mais en tout cas, ils ont envie, ils ont la patate, hein, ça c'est clair. Ils sont chauds les mecs. Bon, donc c'est ça ce qui est en train de se passer. Je vais vous montrer également, je vais vous récapituler comment ça va se passer au niveau des nombres. Fait pour la fusion des cryptos là. AGIX fait Océan en ASI. Donc vous voyez, vous avez une conversion qui va se faire du AGIX fait Océan en ASI pour un total supply de ASI de 2 130 000, non 2 milliards pardon, 130 millions
de jetons. Et donc, ils seront composés de 866 millions de AGIX, 1,152 milliard de FET et 610 millions de océans. Voilà. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc, le ratio, c'était du 1 pour 1, c'est-à-dire pour entre FET et le ASI. Et après, il me semble, c'est 0,4 le ratio hein, pour océan et AGIX sur le ASI. Si je dis pas de bêtises, hein, mais il me semble que c'est ça. Voilà, donc c'est à peu près ça le ratio. Mais c'est pas encore sûr à 100% parce que on a derrière, enfin, j'ai vu passer des informations, mais peut-être pas confirmées à 100%, que finalement, ils voudraient aussi augmenter la supply totale de ASI, déjà. Donc, c'est peut-être déjà en train de revirer de bord là, leur estimation, mais en tout cas, actuellement, les chiffres qu'on voit dans leur white paper, c'est ça. Donc, comme je vous l'ai montré. Bon, voilà, donc ce sera tout pour le projet Fetch.ai. Donc rendez-vous le 13 juin pour voir un petit peu comment ça va se passer. Au niveau de la logistique sur les plateformes Exchange, je ne sais pas trop la procédure, comment ça va se passer, mais j'imagine que tout ce qui est sur les plateformes Exchange, ça va être automatiquement, vous n'aurez rien à faire, à mon avis, comme d'hab. Ça va se faire automatiquement, le transfert, le changement de nom plutôt. Et par contre, c'est sur les portefeuilles MetaMask, tout ça, j'en ai aucune idée. Il faudra peut-être faire une procédure derrière pour transférer vos jetons sur quelque part et ensuite les convertir dans en ASI quelque part. Voilà. C'est ce que j'imagine, hein, c'est le grand classique de toute façon, tout le temps comme ça. Donc, il y a peu de chances que ça change encore la procédure par rapport aux autres projets, notamment qu'on a déjà connus. Bon, allez, cette fois je vais continuer aux actualités crypto plus générales. Bon, on va passer à ça. Donc j'ai plusieurs articles à vous montrer qui sont plutôt intéressants, hein, qui dénotent fortement le bull run hein, dans lequel on est. Donc là j'ai un article de cointribune.com. Donc Bitcoin et l'or, une corrélation croissante à surveiller de près. Donc du 31 mai 2024. Et oui, donc là on entre dans une ère où effectivement, c'est marrant quand même, hein, mais on voit que l'or et l'argent également, mais c'est surtout l'or, qui est une valeur refuge par excellence, je pense que personne ne va déboulonner ce fait, eh bien, est en train d'être rattrapé, entre guillemets, par le Bitcoin sur plein d'aspects, hein, sur l'aspect des prix, notamment, puisque le Bitcoin, un jeton, un Bitcoin là, atteint à peu près entre 65 et 70 000 euros, et par contre, l'or est à peu près dans les mêmes stades. D'ailleurs, là, on est à 68, 69 000 euros, 1 kilo d'or 24 carats. Donc, c'est assez étonnant de voir les similitudes, déjà rien qu'au niveau du prix. Bon, voilà. Et en plus, derrière, je les graphique, bien sûr, la corrélation entre le Bitcoin et l'or à l'échelle du temps également, hein, et des prix. Regardez, donc nous étions à 0,4 en 2023. Ça a baissé au fur et à mesure du bear market. Vous voyez, en fait, à fur et à mesure que le Bitcoin a baissé en termes de prix avant sa remontada et avant la remontada hein, de l'or également en avril 2024. Donc, ça veut dire que là, aujourd'hui, nous sommes pas loin des 0,2 en termes de corrélation, c'est-à-dire que nous sommes dans une corrélation positive entre les prix de l'or et les prix du Bitcoin. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Regardez en 2023, au plus profond de novembre 2023, nous étions à moins 0,2, c'est-à-dire une corrélation négative. Quand on a une corrélation négative, ça veut dire que lorsque l'or monte, ben, le Bitcoin baisse. Lorsque le Bitcoin monte, l'or baisse. C'est un peu ça la corrélation négative. Et là, nous sommes dans une corrélation qui est en train de repasser positive. Donc on verra ce que ça donne sur le temps, mais quand même, ça veut tout dire sur l'aspect du bull run, hein, parce que là, on a les valeurs refuge tout simplement qui explosent. Allez, je continue. Autre point assez sympa à voir. Donc, j'ai un nouvel article de Cointelegraph France. Mastercard entend révolutionner les transactions de crypto avec son nouveau programme pilote. Donc ce programme, effectivement, leur objectif, c'est de rendre l'adoption de masse et l'utilisation des crypto-monnaies à la majorité des gens et de façon facile, c'est-à-dire de façon sans avoir à se prendre la tête avec, vous savez, les adresses crypto qui n'en finissent pas, il y a des multiples caractères, des lettres, des chiffres dans tous les sens, on n'y comprend rien, on voit ça dans tous les... Enfin, impossible d'une identité
derrière à une suite de chiffres et de nombres très compliqués. Les erreurs, forcément, ça ouvre la porte à l'erreur humaine, parce qu'il suffit de oublier un chiffre ou de mal copier toute la ligne de suite de caractères alphanumériques pour perdre ses fonds dans l'envoi. Et donc, ce que propose Mastercard, en tout cas ce que veut faire Mastercard à travers leur nouveau programme pilote, c'est de remplacer cette suite de chiffres et de nombres de lettres en caractère alphanumérique par justement une identité, un pseudo. Par exemple, vous pourriez changer votre adresse de portefeuille MetaMask, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est un exemple. Vous l'appelez Alpha, je sais pas, quelque chose comme ça. Eh bien, Mastercard, dans votre portefeuille Mastercard, vous auriez marqué Alpha. Et donc, vous aurez juste à marquer Alpha pour pas vous tromper. Par exemple, ce serait plus simple pour tout le monde, au final. Et c'est comme, au final, ça rappelle énormément les comptes bancaires où vous mettez votre nom, votre prénom, et puis basta, pour certaines applications. Votre adresse mail directement et le transfert se fait automatiquement. Donc, bien sûr, ça a des points positifs sur l'adoption de masse, mais ça a également des points négatifs, forcément, puisque là, ça impacterait quand même la décentralisation du milieu de l'industrie crypto, hein, où l'objectif de base de la crypto, c'était d'anonymiser les données et de rendre les choses plus performantes, plus décentralisées. Alors là, que fait Mastercard? Eh bien, avec ces systèmes de pseudonymes, ou pourquoi pas de noms et de prénoms, parce que c'est là où on va venir le délire, c'est que peut-être que les gouvernements vont obliger les détenteurs de crypto eh bien, à utiliser via Mastercard pas des pseudonymes, mais leur nom et leur prénom réellement, quoi. Donc là, on en reviendrait comme un compte bancaire, c'est-à-dire que votre portefeuille crypto serait à votre nom et votre prénom et affiché en grand toute la place publique. Bon, voilà, donc c'est fait, on dirait qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre malheureusement hein, pour ce cas-là. Donc, c'est à voir comment ça va évoluer. Allez, j'ai également un article du journalducoin.com, ETF, Ethereum, les 3 raisons de l'échec à venir pour JP Morgan. Ça date du 1 juin 2024, l'article. Effectivement, selon JP Morgan, les 3 raisons, hein, je vais directement, ce serait le manque de halving et donc le manque de cycle quelque part historique ou de pression acheteuse pour Ethereum, puisque ce ne seraient pas les mêmes catalyseurs que pour les bitcoins, que pour les ETF, Bitcoin Spot notamment, où il y avait l'arrivée du halving derrière qui mettait la hype en place. La deuxième raison, ce serait le manque de revenus liés au staking, donc les investisseurs seraient moins sujets à investir dans les ETF Ethereum Spot, puisque effectivement il n'y aurait plus aucune raison derrière ce serait impossible de toucher des revenus de staking, puis ce serait lié uniquement à la détention de véritables Ethereum. Donc l'essence même de posséder de véritables Ethereum pour ensuite les mettre en staking, ça ce serait fini avec les ETF. Donc les véritables investisseurs crypto, ceux qui connaissent vraiment le système, qui sont dans le milieu des crypto, auraient moins tendance à se réfugier dans le ETF Ethereum Spot pour ces raisons-là. Et la troisième raison, ce serait tout simplement à cause de Grayscale qui, comme je vous l'ai montré dans la courbe pour le Bitcoin au début de la vidéo, eh bien, se sont fait exploser au niveau des ETF Bitcoin Spot par BlackRock. Et là, ce serait identique, selon JP Morgan, pour les ETF sur Ethereum. Bon, donc tout cela pousserait les investisseurs à pas trop se réfugier dans les ETF Ethereum Spot s'ils sont validés définitivement. Ce sera le cas, à mon avis, d'ici l'été. Mais bon, c'est assez intéressant de voir quand même les deux sons de cloche, hein, c'est-à-dire le côté positif, le côté négatif au niveau des analystes sur les prévisions de qu'est-ce qui va se passer avec Ethereum. Parce que c'est vrai que là, on voit des chiffres de fois passer à Ethereum à 20 000 $, bref. Donc, quand même, il faut essayer d'être réaliste. Donc, c'est une très bonne chose de voir le pour, le contre, hein, pour prendre bien évidemment les meilleures décisions à un niveau stratégique. Allez, bon, ce sera tout pour les actualités crypto plus générales de la semaine. Et je vais passer aux actualités économiques. Et là, attention, ça va déménager. On commence avec latribune.fr, donc l'agence Standard & Poor's dégrade la note de la France et sanctionne ses déficits. C'est un coup dur pour Emmanuel Macron à 10 jours des élections européennes. Comme si ça n'avait été pas calculé, on pourrait se poser la question, mais en tout cas, c'est plutôt logique quand on voit la situation quand même de la France et surtout la situation de la dette qui est catastrophique. Je vous apprends rien, j'ai déjà parlé dans la vidéo des dizaines de fois.
la dette française est vraiment en train d'exploser et en termes d'intérêt, on est en train de payer 75 milliards quand même d'euros juste sur les intérêts de la dette, pour vous laisser un peu un ordre de grandeur du poids de la dette. Donc c'est tout à fait logique, et c'est même étonnant qu'on ne l'ait pas fait avant, d'abaisser d'un cran la note de la France au niveau du déficit. Bon. Donc tout ça, forcément, ça tombe mal, puisque bah, pour les européennes, mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais au niveau économique, c'est pas bon, puisque derrière, ça appelle, quoi? Ça confirme aux investisseurs étrangers que les investissements en France ou même en Europe, hein, parce que là, c'est quand même quelque chose de global à l'Europe, eh bien, c'est pas bon. Et comme par hasard, juste derrière, on voit un article, l'Inde rapatrie tout son or du Royaume-Uni. Donc ça, c'est un article de Newsday FR. Donc l'Inde a rapatrié une centaine de tonnes d'or forcément dans son pays, hein, puisqu'elle stockait son or au Royaume-Uni dans les coffres anglais. Et ça, c'est une première, puisque c'était l'Inde à l'époque où il y a eu un mouvement aussi fort d'or entre le Royaume-Uni et l'Inde, c'était en 1991, où c'était le Royaume-Uni qui avait rapatrié de l'or d'Inde, justement, dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'Europe, franchement, c'est la daube en ce moment, et que les pays, les investisseurs étrangers ont compris qu'il fallait retirer leurs billes de l'Europe s'ils ne voulaient pas, déjà perdre leur mise, se les faire voler, comme la Russie se les fait voler, parce que je rappelle que j'en avais parlé il y a un an, donc peut-être que des personnes s'en souviennent, pour trouver les vidéos, mais quand la Russie s'était fait geler ses avoirs euh, quelle que soit la raison, hein, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais quelle que soit la raison, elle s'était fait geler ses avoirs, eh bien, forcément, c'était un signal gros comme une maison, ne venez pas investir en Europe, puisque nous, en Europe, on respecte rien, on respecte pas les avoirs des autres pays, donc vos réserves, en Europe, vos coffres forts, nous, on peut les prendre. C'est ça qui s'est passé avec la Russie. Donc forcément, les autres pays, bah, ils ont intérêt à se débarrasser des réserves qui sont stockés en Europe ou les récupérer parce qu'ils ne sont pas à l'abri, ils ont perdu confiance, logique, hein, dans le cadre de la guerre Russie-Ukraine avec ce qu'ils ont vu se passer. C'est-à-dire que si demain il y a une guerre avec l'Inde, bah, l'Inde n'est pas à l'abri de se voir justement confisquer tout son or. C'est peut-être pour ça qu'elle l'a rapatrié. Bon. Et derrière, ça rappelle également la Chine. La Chine, je rappelle, alors je ne l'ai peut-être pas dit ou pas mis en article, mais a vendu à des niveaux records presque jamais vus depuis des dizaines d'années des bombes du trésor américains. Donc on voit bien que tous les pays membres des BRICS sont en train quelque part de dump le dollar, de dump l'euro, de dump tout ce qui est lié à l'Europe, l'Occident. Alors pas des volumes quand même qui pourraient inquiéter l'Europe, pas encore, mais ça donne le ton sur qu'est-ce qu'ils pensent d'ailleurs en fait de la situation en Occident, quoi. Clairement. Sinon, ils n'auraient pas rapatrié dans tous les sens, ou vendu des bombes trésors américains, ou rapatrié leur or comme ça c'est sûr. Donc, l'Europe, ça sent pas bon en gros. Et après, voilà, quand même vous dire une bonne nouvelle, selon les chiffres officiels, hein, je vous dis bien selon les chiffres officiels de l'INSEE, en avril 2024, les prix à la consommation augmentent de 2,2% sur un an. Donc, selon les chiffres officiels, nous serions quelque part bientôt bien dans l'objectif de base des banques centrales, c'est-à-dire un retour à la normale à 2% d'inflation par an. Ce qui est une normalité, hein, je rappelle, selon les banques centrales, pour eux, c'est normal. Il faut une inflation à 2% par an, c'est optimal pour l'économie. Bon, soit. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que logiquement, on devrait avoir, avec ces chiffres-là, une réaction de la Banque Centrale Européenne qui devrait baisser ses taux directeurs en juin. Donc, c'est pour ça que là, hop, je vous montre l'article suivant, celui-là de capital.fr. La BCE s'apprête à baisser ses taux, jusqu'où pourra-t-elle aller? Eh bien, c'est la bonne question. C'est-à-dire que là, on voit quand même que si les chiffres officiels sont exacts, on va quand même parier pour que ce soit le cas, sinon on est mal. Eh bien, la Banque Centrale Européenne baisse ses taux directeurs, ça veut dire qu'elle va quelque part élargir le robinet des capitaux qu'on peut injecter sur le marché européen. Et donc, ça peut relancer un peu la dynamique. Mais attention, que si l'inflation n'est pas vraiment maîtrisée en fait, ou n'a pas été vraiment consolidée en termes de baisse, ou alors autour des 2%, ça peut également faire repartir l'inflation. Bon.
Donc ce sera à voir. Je suis très curieux de moi de voir ce qui va se passer. Déjà, est-ce qu'ils vont vraiment baisser les taux directeurs et se fier donc à ces chiffres officiels? Ensuite, quel sera l'impact de cette baisse? Est-ce que l'inflation va continuer à stagner à 2% ou repartir à la hausse? Là, je suis vraiment très curieux. Et après, on sera fixé sur l'état véritable au niveau économique hein, de l'Europe, de la France. Bon. Et donc, je finis. Maintenant, c'est là où ça va être très intéressant. Ça va être sur un plan économique, mais au niveau géopolitique et surtout avec les États-Unis. Donc là, j'ai un article de Bloomberg qui justement fait référence à la prochaine et possible, potentielle, probable, je dirais même, baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne. Et là, Bloomberg, directement, en fait, ça y est, il y a une divergence dans les voies entre la politique de coupement, enfin de baisse des taux de la Banque Centrale Européenne et de la Fed, c'est-à-dire de la Réserve fédérale américaine. Que je rappelle que pendant que nous, on est en train de faire baisser l'inflation, aux États-Unis, c'est l'inverse, l'inflation repart à la hausse. Donc eux, dans tous les cas, ça va être très difficile pour eux de baisser leur taux directeur. Donc ils parlent déjà de maintenir aux États-Unis leur taux directeur de leur banque centrale américaine euh, stable sur toute l'année. Alors qu'à la base, ils voulaient également y parler de baisser leur taux en juin également. Donc on va voir également comment ça va se comporter tout ça. Mais on va se retrouver probablement hein, avec une baisse des taux en Europe et si ce n'est pas une hausse des taux, au moins des taux stables aux États-Unis. Donc plus un taux reste élevé, je rappelle, hein, au niveau d'une banque centrale, et moins il y a de capitaux qui sont investis, injectés dans le marché de la zone concernée par les taux directeurs. Donc ça veut dire que là, les États-Unis sont en train de, sur le long terme, hein, de resserrer la vis au niveau de leur économie et ça peut conduire à la récession, à la crise économique, dans un moment où le dollar, quand même, est en train de plus en plus dans la collimateur, on va dire, des BRICS notamment, et de moins en moins utilisé par le monde. Hein. Encore très utilisé, hein, le dollar a encore des jours devant lui, hein, c'est sûr, mais la tendance, quand même, est plutôt à dumper le dollar qu'à en acheter, ça c'est sûr. Bon, donc, assez intéressant quand même ce qui se passe à ce niveau-là à l'échelle mondiale, parce que c'est une première depuis un petit moment, hein, de cette divergence de politique monétaire menée par les banques centrales entre celles européennes et celles américaines. Nous, depuis 2 ans, que la guerre russe-ukraine, on ne faisait que copier le comportement politique à ce niveau-là des Américains. Allez, donc maintenant je passe au pétrole. Je vais vous montrer un petit peu où on en est au niveau des prix. Donc là, eh bien, écoutez, ça se stabilise hein, au niveau du pétrole à 81 $ le baril. Donc c'est plutôt intéressant là-dessus. Enfin, par rapport à la semaine dernière, du coup, c'est pas vraiment passé grand-chose. Mais quand on revoit la courbe ici, vous voyez, ça vous donne quand même un ordre de grandeur des périodes qu'on est en train de vivre. Ensuite, au niveau de l'or, pareil, je vous montre la courbe de l'or sur 20 ans. Et donc, je vous rappelle que l'or, effectivement, prendre de plus en plus de poids, de valeur en tant que monnaie refuge, quelque part. Je dis bien monnaie. Et pourquoi je dis monnaie? Tout simplement parce que là, j'ai un article de Or Vintage hop, sur Twitter qui fait référence justement à ce fameux rapport Ingold We Trust. Et donc, ce rapport de Ingold We Trust, enfin ce petit bout, parce que je vous rappelle, un 400 pages quand même. Donc là, j'ai pris un petit bout. Et donc, ça fait référence à un graphique où on voit la détention par les banques centrales à l'échelle mondiale de la dette américaine. Et regardez au fur et à mesure du temps, donc la courbe en bleu, c'est la dette américaine, US, hein, en dollars du coup, détenue par les banques centrales étrangères, et en or, eh bien vous avez la détention d'or justement par les banques centrales. Et comme vous pouvez le voir, en 1970, les banques centrales donc détenaient beaucoup d'or. Elles détenaient également de la dette américaine, mais l'or était plus important que la dette américaine. À partir des années 95, la tendance s'est inversée. Vous voyez, il y avait plus pour les banques centrales de détention en dollars que d'or. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dollar eh bien, était plus attractif pour les banques centrales, plus sûr même que l'or. C'est ça que ça veut dire. Et regardez, depuis 2015, grosso modo, c'est l'inverse. On repart sur un nouveau cycle où hein, les banques centrales se dumpent du dollar, exactement ce que je vous dis, se débarrassent du dollar, quelque part, hein, la dette américaine,
pour acheter de l'or. Et oui. Donc là, on voit quoi? On voit que les banques centrales elles-mêmes sont en train de faire rétropédalage, hein, de dire bon, bah, finalement, l'or, ce sera la valeur refuge quelque part par excellence. Et donc, au point de faire exploser leur détention d'or. Donc, c'est pas étonnant que l'Inde rapatrie ses 100 tonnes d'or. La Chine, je rappelle, en 2023 a acheté 223 tonnes d'or, il me semble, et que toutes les banques centrales sont en train de faire exploser leurs achats en or. C'est parce qu'ils sentent quand même qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer avec le dollar, même si bien sûr ils ne nous le diront jamais pour pas nous faire paniquer. Bon, donc vous voyez, très intéressant hein, ce rapport de In Gold We Trust, encore faut-il quand même avoir la patience de le lire, et le temps. Bon, donc ce sera tout pour cette vidéo sur l'actualité crypto, donc numéro 77. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, appris des choses surtout. N'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé, si vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout cet aspect-là, si vous avez un sujet vraiment que vous voulez aborder, ou des choses même sont inexactes. Hein. Là, vous pouvez dire, hein, vraiment, je ne sais pas la science infuse, je le rappelle. Voilà, donc n'hésitez pas. Allez, je vous souhaite bonne fin de week-end, une bonne semaine, et puis je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour l'actualité crypto numéro 78. Voilà, allez la bise, ciao, prenez soin de vous.